À la une, mobilisation des 500 frères, trop violence et de la population guyanaise dans plusieurs communes, marche et rassemblement à Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Georges, rencontre entre représentants du mouvement et les autorités. Cet après-midi, ils étaient plus de 400 devant la préfecture. La majorité et l'opposition soudées contre l'État, mais pas dans la démarche. Réunis en séance plénière ce matin, les élus de la CTG ont rappelé l'impossibilité d'assurer la rétrocession de l'octroi de mer. Un désaccord toutefois quant à la décision de mener l'affaire devant le Conseil d'État. Et puis un label pour souligner les efforts du Zoo de Guyane et du Petit Train de Cayenne pour se rendre accessible à tous. Le label Tourisme et Handicap a été décerné en ce début d'année par la Viect. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, ils étaient 400 mobilisés cet après-midi devant la préfecture. Le collectif des 500 frères contre l'insécurité et de nombreux citoyens ont mené une série de marches dans tout le territoire. Saint-Laurent, Saint-Georges et surtout Cayenne ont compté plusieurs centaines de manifestants, tous mus par la ferme intention de venir à bout des agressions, cambriolages et autres crimes. Parallèlement, les membres du collectif ont enchaîné les rendez-vous avec les représentants de l'État. Jonathan Lariot. C'est une foule habillée de noir qui manifeste dans les rues de Cayenne. Nous banquer ça, le slogan est clair pour la population, descendue dans les rues à l'appel du collectif des 500 frères. Je pense que c'est une prise de conscience aujourd'hui de toute la population. Il fallait le faire, pour montrer à la population, à montrer aux élus et les hommes politiques que ça ne va pas. En Guyane, rien ne va. C'est toute la Guyane qui est concernée. Je suis concerné pour moi, ma famille, les enfants et puis tous les jeunes de Guyane. C'est avec force que les mots résonnent sur le chemin jusqu'à la préfecture de Cayenne. Arrivé devant le siège de l'État, la population n'a pas sa langue dans sa poche. On est chez nous, nous sommes chez nous, Dieu n'a pas fait nous chier. Après une quinzaine de minutes d'attente, le préfet consent enfin à recevoir les 500 frères. Tout ce qui se passe dans le pays là, je ne pense pas que quelqu'un n'est pas visé. Oui, mais tout le monde, il ne peut être que derrière nous. Une réunion qui se tiendra dans le secret entre les différents acteurs de la sécurité guyanaise et les manifestants. Même le maire de la ville de Cayenne n'y est pas convié. Ils se font passer pour des avocats des maires, mais je pense qu'il aurait été intéressant que nous soyons présents, même si, sans prendre la parole, moi, c'était pas du tout le but de prendre la parole, c'était simplement parce que j'ai horreur des réflexions rapportées, je voulais entendre les réponses de monsieur le préfet, c'est tout. Là, ils vont nous rapporter ce que monsieur le préfet a dit, et ça ne veut pas dire que je vais les croire. Si les possibles solutions restent floues, le combat pour plus de sécurité en Guyane ne fait que commencer. Et les 500 frères l'assurent, ils seront sur le front. Les 500 frères ont donc ratissé d'est en ouest pour cette journée de mobilisation contre l'insécurité. À Saint-Laurent, ce matin, le collectif des Iguanes s'est rassemblé devant la sous-préfecture. Une vingtaine de membres étaient présents pour rappeler les nombreux faits de violence que subissent les habitants de la capitale de l'Ouest. Ils n'en peuvent plus et l'ont fait savoir au sous-préfet avec qui ils ont pu s'entretenir en fin de matinée. On écoute la porte-parole du collectif au micro d'Elsa Gonzalez. Au vu de tout ce qui se passe en Guyane, Cayenne s'est soulevé. Alors on relaie à Cayenne. Cayenne, ce n'est pas la Guyane, on l'a tous déjà dit. On se bat pour la Guyane. Donc à Cayenne cet après-midi, nous ce matin et autre part aussi en Guyane, on se bat pour la Guyane pour dire que la violence, les assassinats, les braquages, tout ce que nous subissons, c'est bon, nous banquer ça. Ici, à Saint-Laurent, ailleurs à Mana, ailleurs à Kourou, à Sinamari, partout en Guyane, on subit toute cette violence. Eh bien, il faut se dire aussi que de l'autre côté de la barrière de la violence, il y a aussi les gens bien. Et les gens bien ne peuvent pas rester et dire « bon, ben c'est bon, je prends ». À un certain moment, les gens bien disent « nous banquer ça, nous qu'est aussi, nous qu'est lever ». Qu'il y aura un certain moment, si l'État ne prend pas ses responsabilités, parce qu'on dit quand même on veut respecter le cadre de la loi, mais la loi a des limites. Les limites de la loi, c'est notre liberté et notre bien-être. Et ça, on veut quand même revendiquer qu'on a le droit de vivre correctement en Guyane. Dans l'actualité également, Guyane Rassemblement et pour une Guyane audacieuse, ensemble contre la loi égalité réelle outre-mer, ou presque. Les élus déplorent, vous le savez, la rétrocession de l'octroi de mer aux communes via la collectivité déjà asphyxiée. Mais si majorité et opposition s'accordent sur ce point, le dépôt d'un recours pour contentieux au Conseil d'État n'a pas fait l'unanimité au moment du vote en séance plénière ce matin. 5 membres de l'opposition se sont abstenus. Stéphanie Puglisi. Rodolphe Alexandre souhaitait un front commun entre les élus contre l'État. Finalement, en plénière, l'unité attendue sur la question de la rétrocession des 27 millions d'euros de la CTG aux communes n'a pas eu lieu.
Si tous s'accordent pour contester l'absence de compensation pour la collectivité, la volonté du président de déposer un recours en contentieux au Conseil d'État n'a pas fait l'unanimité. Certains membres de l'opposition craignent que cela conduise à une abrogation de la loi sur l'égalité réelle et que les mairies se trouvent une nouvelle fois lésées. Nous nous engageons sur le fait d'être tous unis sur la question des compensations, mais il n'est pas question pour nous de toucher à l'acquis des communes. Ça a été trop difficile et malheureusement, le président de la CTG se laisse avoir dans le fait que l'État continue de déshabiller l'un pour déshabiller l'autre et au final, on n'arrive pas à afficher une image d'unité. Nous voulons afficher cette image d'unité de tous les élus de la Guyane et donc la CTG ne doit pas attaquer les communes. Parce que indirectement, ça revient à ça. Présent sur place, le président de l'association des maires se positionne aux côtés de la CTG pour que des compensations puissent être trouvées. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a obtenu des financements qu'on nous devait il y a 42 ans. Ça, c'est acté. C'est une justice réparée, une première. Maintenant, il y a une seconde qui se crée. C'est que la CTG ne sera pas compensée. En tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas inscrit. Donc, notre combat, c'est de réparer cette deuxième injustice. Parce que si demain la CTG perd ses 27 millions, qui va construire les lycées? Qui va construire les collèges, les routes, etc. Il n'y a plus personne. Au terme de cette séance, 5 membres de l'opposition se sont abstenus. La délibération a donc été votée à la majorité. L'essentiel est d'avoir justement cette majorité pour, comme on dit, ester en justice, donc déposer le recours auprès de la présidence de la République, du Conseil d'État et ainsi mettre nos avocats, nos juristes très rapidement en marche pour dénoncer l'aspect inconstitutionnel de cette loi. Pour que nous puissions avoir un budget tel que je le souhaite, consolidé, équilibré et entre-temps, on ouvre ce vrai débat à la fois sur le RSA, relancer notre fameux emprunt de 53 millions pour lesquels il faudra payer les annuités d'encours après de capital. C'est tout ça le débat. Le débat est loin, loin, loin d'être fini. Prochaine étape importante, un congrès devrait avoir lieu d'ici 2 mois pour débattre sur la fiscalité en Guyane. Qui a été humiliée? Celle qu'on traitait de guenon tous les matins, celle qui recevait des messages, des menaces de mort. Question rhétorique signée Christiane Taubira au candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Dans des interviews accordées à la presse nationale, l'ex-garde des Sceaux critique vivement le meneur du mouvement En Marche, qu'il accuse d'avoir tenu des propos humiliants à l'encontre des partisans de la Manif pour tous. Christiane Taubira l'a invité à trouver ne serait-ce qu'un quart de virgule de propos humiliants, manière pour l'ex-garde des Sceaux de souligner également et de signer son soutien au candidat à l'élection Benoît Hamon. Un nouveau rassemblement citoyen est né, le collectif Hors de question réunit 18 organisations pour s'opposer à l'implantation de grands groupes miniers en Guyane. Il a lancé une pétition en ligne contre le projet de la montagne d'or de Columbus Gold et Nordgold, exploitation qui devrait produire 8 tonnes d'or par an et promet plus de 13 000 emplois. Un leurre aux yeux du collectif, le projet resterait néfaste sur le plan écologique et économique. Explication d'un membre du collectif au micro d'Ayoudélé Germain. C'est une opération qui a des problématiques environnementales très fortes, puisque le drainage miniacide dont on parle, qui est dû aux métaux que nous trouvons dans les profondeurs de la mine et qui vont se mélanger avec les résidus qui seront stockés à l'air libre et avec la pluviométrie que nous avons dans ce pays, feront que ces eaux vont retomber vers les criques et rivières et détruiront, puisque le pH tombera en dessous de 5, la faune et la flore existantes. Nous le condamnons aussi parce que tout simplement nous pensons que c'est un leurre économique pour la Guyane. Un simple petit exemple, ils veulent une ligne électrique de 20 MW avec une usine de distribution qui à elle seule va coûter 60 millions. Il y aura 70 millions de retombées au niveau des taxes aurifères sur cette exploitation de 13 ans. Et quand on enlève les 60 millions qu'auront payé les contribuables pour permettre cette exploitation, il restera plus que 10 millions à la région, c'est donc à la collectivité, pardon. C'est donc une peau de chagrin. Le deuxième leurre que nous pouvons dénoncer, c'est celui de l'emploi. Il est prévu 800 emplois dans la phase construction et 500 dans la phase exploitation. Quand nous demandons la strate des emplois qui concerneront la Guyane,
ces emplois, cette strate nous est refusée, elle ne nous est pas donnée et on ne peut pas comparer par rapport aux qualifications attendues le nombre d'emplois face au nombre de chômeurs existants en Guyane qui seront concernés par ce projet. D'ores et déjà, il y a eu des interventions de Marie-Christine Blandin, sénatrice l'année dernière au mois de décembre au niveau du Sénat. Nous allons continuer à mobiliser les grands élus nationaux puisque nos grands élus à nous sont tous favorables à un tel projet qui est néfaste pour la Guyane et pour le devenir de notre jeunesse. Direction la Guadeloupe à présent, où 2 jours après le crash d'un avion dans une habitation de Petit-Bourg, les interrogations sont nombreuses sur les circonstances exactes du drame. Isabelle Hameau a rencontré les amis et collègues du pilote décédé pour tenter d'y voir plus clair. Voici son reportage. Des avions au sol, en signe de deuil. Au lendemain du crash, une ambiance morose règne aux ailes guadeloupéennes. On a laissé les avions au sol aujourd'hui et demain, un signe de deuil. Mais notre activité va reprendre dès jeudi. On va s'occuper des funérailles de notre président, mais ça, on est en discussion avec la famille pour savoir comment ça va se passer, parce que c'est la famille qui décide, comme vous le savez. Et en fonction, bon, on aimerait bien qu'il soit exposé chez nous, mais bon, on verra ça avec la famille. Ça, on est en discussion avec eux pour le moment. Il y a déjà ça. Ensuite, il y a l'activité du club qui doit continuer. On a des jeunes en formation, on a nos pilotes membres qui ont besoin de voler. Il faut que nos avions volent et que derrière, normalement, ça continue. L'accident d'hier a suscité plusieurs interrogations, notamment sur celle du plan de vol. Celui-ci qui avait été déposé, mais de manière restreinte. Dès qu'on traverse la mer, si on va par exemple à Saint-Martin, si on va à Marie-Galante, si on va à Désirade, on doit déposer un plan de vol. Donc on dépose un plan de vol auprès du bureau de piste, on dit ce qu'on fait. On dit qu'on va à Saint-Martin, ça va nous prendre 1h30, et qu'on part à telle heure, on arrive à telle heure. Mais pour les vols locaux, si vous voulez faire un survol de l'île, ou si vous voulez aller à Baïf ou à Saint-François, vous déposez ce qu'on appelle un plan de vol restreint. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'avion, vous dites au contrôleur, oui, bonjour, je vais faire un survol de la Basse-Terre, et voilà, j'ai tant d'essence et je suis tout seul là-bas. Certains riverains du secteur de Carrère-Montebello à Petit-Bourg ont ébruité avoir aperçu l'avion survoler la zone pendant plusieurs minutes. Autant de pistes à éclaircir. Du côté de l'aéroclub, c'est un coût émotionnel qu'ils vont devoir surmonter pour poursuivre leur activité. Intéressons-nous à présent à cette mesure prévue par le Code général des collectivités publiques. Le rappel à l'ordre sera désormais applicable dans la commune de Rivière-Salée en Martinique. Une convention a été signée hier matin entre le maire et le procureur de la République en ce sens. Les petits délits, souvent non pris en charge par le parquet, pourront ainsi être traités. Précision avec Jean-Marc Dabreux. Dorénavant, Rivière-Salée, quand on croisera monsieur le maire, on pourra faire l'objet d'un rappel à l'ordre. Une mesure pour sanctionner les petites infractions, comme les mauvais stationnements, les petites incivilités ou les dégradations mineures, ou encore l'absentéisme à l'école. Avant les poursuites pénales ou les éventuelles amendes, les contrevenants seront convoqués pour se voir rappeler la loi verbalement. Une mesure préventive plutôt bien accueilli par les Saléens. Non, vous me rappeler la personne à l'ordre d'abord. D'abord, rappeler à l'ordre. Appel à l'ordre. Maintenant, par là, ceci, il y a un récidiviste là, quoi, attention. Voilà, après, c'est le cas de l'ordre. Au courant, nous t'écrions, nous t'ai discuté pour, maintenant, on récidivé, 1140 ans. Et pourquoi pas dire 1140 ans aussi, puisque je peux faire l'air. Un nouvel outil aussi pour la police municipale, chargée d'enquêter sur les petits délits. Souvent, donc, on a des épaves, de véhicules qui sont abandonnés un peu ça et là. Donc, ce qui dégrade quand même l'environnement. On essaie de sensibiliser les propriétaires, généralement, qui avancent le fait que le véhicule se trouve en face de chez eux. Mais néanmoins, il y a un problème au niveau de la commodité de passage. Donc, ce qui fait que là, il y a quand même un caractère qui est restreint par rapport aux personnes à mobilité réduite. Donc là, on est bien embarrassé. Les individus rappelés à l'ordre seront reçus en toute discrétion dans le bureau du maire pour un tête-à-tête solennel. Je considère qu'il faut garder une certaine confidentialité. Il s'agit de faits mineurs, basiques, que par conséquent, ce côté prévention est important. Une mesure prévue par le Code des collectivités locales qui pourrait faire des émules dans les autres communes de Martinique. Retour chez nous, ils ont su répondre aux 45 critères nécessaires à l'obtention de ce titre. Le Zoo de Guyane et le Petit Train de Cayenne, le Quati, ont décroché le label Tourisme et Handicap. Une étiquette qui vient souligner les efforts réalisés pour rendre ces attractions touristiques accessibles à tous et donc aux personnes en situation de handicap. Un label délivré en ce début d'année par la Direction du Travail. Ayodele Gerba.
Tout est fait pour faciliter l'accès de ce train de visite touristique aux personnes en situation de handicap. Une rampe d'accès pour les fauteuils roulants et un système d'ancrage à l'intérieur du véhicule, mais aussi des plaquettes explicatives pour les personnes malentendantes, adaptées en braille pour les personnes malvoyantes. Le petit train existe depuis 3 ans et dès le départ, quand j'ai fait mon dossier de financement, j'avais déjà intégré la partie fauteuil roulant parce que pour moi c'était impensable que les personnes à fauteuil ne puissent pas monter. Ensuite, la partie auditive et visuelle, c'est après de la CTG. Donc je me suis rapprochée pour savoir comment obtenir ce label et ils m'ont dit qu'effectivement il fallait rajouter la partie auditive et visuelle. Mental, c'était un peu plus difficile puisqu'on n'a pas suffisamment de personnel pour avoir le mental. Mais voilà, moi c'est dès le départ, ça me paraissait normal et voilà, qu'ils profitent comme tout le monde du petit train. Cette société de visite touristique de la ville de Cayenne a été labellisée Tourisme et Handicap le 30 janvier dernier. Elle a dû répondre à 45 critères nécessaires à l'acquisition de cette marque d'État. Sa candidature a été étudiée en commission, présidée par la direction du travail. Et puis on délivre ou pas, selon que les critères sont remplis, parce que des handicaps, il y en a plusieurs. Il y a l'handicap visuel, locomoteur, auditif. Et les adaptations doivent être faites en fonction de ces handicaps. Et les critères sont assez complets, puisque ça va, si vous voulez, depuis l'adaptation des lieux, la formation des personnels qui accueillent, le fait de vérifier, par exemple, je prends quelqu'un qui a un handicap visuel, il y a effectivement, les lieux publics. Et puis, il va y avoir des lieux peut-être particuliers ou propres qu'il va occuper lui-même si c'est dans le cas d'une chambre. Donc, ce label permet, si vous voulez, aux opérateurs d'afficher, parce que maintenant beaucoup de réservations se font par des sites, donc d'informer la clientèle qu'ils ont fait un certain nombre d'aménagements en but de recevoir des personnes handicapées. En Guyane, à l'heure actuelle, une quinzaine d'entreprises touristiques sont éligibles au label Tourisme et Handicap. Plusieurs sociétés réunies pour étudier ensemble un appel d'offres national en faveur du photovoltaïque en Guyane. C'était vendredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agissait pour les intéressés de présenter des systèmes autonomes de production et de consommation d'énergie pour bureaux et commerces. Ils ont désormais jusqu'en juin pour remettre leurs projets avant que ceux-ci ne prennent vie dès l'année prochaine. Précision au micro de Stéphanie Pulisi. Il était important que ces partenaires puissent se coordonner pour optimiser la réponse du territoire de la Guyane à un appel d'offres qui a été publié par le ministère et qui vise à appeler de nouvelles installations photovoltaïques pour la production d'énergie. L'importance du développement du photovoltaïque dans le département est coordonnée par l'État et la CTG dans le cadre de la PPE qui est actuellement en cours de validation. Donc il a été prévu dans la loi de transition énergétique de favoriser l'indépendance du territoire vis-à-vis des énergies fossiles et évidemment pour lutter contre le réchauffement climatique. La Guyane est très bien représentée au niveau de la France et même mondialement au niveau du photovoltaïque. Il y a un certain nombre de fermes photovoltaïques qui ont été installées et diverses installations aussi. Et la nouveauté, puisque c'est un monde qui évolue très rapidement, c'est de diversifier les installations et de vraiment optimiser la production par rapport à la consommation pour aider et contribuer à l'équilibre du réseau dont est responsable EDF. Chaque année en France, près de 400 000 personnes âgées de plus de 65 ans en sont victimes. Les chutes peuvent s'avérer particulièrement dangereuses chez les seniors. Pour tenter de les éviter, une réunion d'information s'est tenue hier à la mairie de Saint-Laurent. Un programme spécifique a ensuite été proposé à une dizaine de seniors. Entre mars et juin prochain, ils bénéficieront d'un accompagnement sportif et de conseils santé. Elsa Gonzalez. Âgés entre 65 et 80 ans, ils sont une vingtaine à avoir fait le déplacement. Cette septuagénaire est venue via l'association de tous âges du Maroni. D'abord, par curiosité, elle se retrouve finalement sélectionnée pour suivre le programme de prévention des chutes. Tout ce que j'ai dit que j'avais rentrait dans ces critères. Donc, elle m'a dit, est-ce que je veux bien venir? Et j'ai dit oui, que ça m'intéressait. Enfin, c'est tout. Comme ça, je verrai. Je ne dirai pas la guérison, mais le soulagement. Voilà.
Yvonne souffre de douleurs aux pieds qui l'ont déjà fait chuter 2 fois auparavant. Comme elle, une personne sur 3 de plus de 65 ans est concernée. Malgré cela, beaucoup de seniors sont très actifs. Jardinage, gym, marche, des activités parfois physiques dont il faut prévenir les risques de chute. Moi, je suis une femme très active et je fais du jardinage, je fais beaucoup de trucs chez moi. Je voulais quand même m'informer. Comment se lever, faites attention des choses qui traînent devant nos pieds, comment monter sur un tabouret pour ne pas chuter. Pour pallier à ce problème de chute, un programme national de prévention a été mis en place par le comité régional Sport pour tous. Tout au long de la matinée, l'éducatrice sportive a interrogé et testé les personnes susceptibles de participer à ces ateliers. Durant 12 semaines, ils seront 10 à suivre exercices physiques et conseils santé. Le but est de redonner force et confiance en soi. Chaque semaine, il y a des exercices particuliers qui sont progressifs et à chaque fois, à chaque séance, il va y avoir des exercices qui vont évoluer et qui vont permettre justement d'acquérir plus de force dans les jambes, plus d'équilibre, de mieux connaître son environnement et de l'aménager pour pas tomber, de gagner confiance en soi, etc. En parallèle à ce programme, le service des sports de la mairie a mis en place depuis décembre 2016 des séances de sport pour seniors tous les vendredis de 8h à 9h45. En Guyane, les plus de 60 ans représentent 10% de la population, soit environ 26 000 personnes. Je ne possède rien, je suis en vie. Vous reconnaîtrez là sans doute une traduction du célèbre titre de Nina Simone. C'est aussi le nom choisi par David Pinter pour résumer son œuvre. L'artiste expose jusqu'en avril prochain 6 de ses travaux. Entre peinture, sculpture et collage, c'est un monde baigné d'expériences personnelles et de faits de société qu'il propose de découvrir. Elsa Gonzalez s'est rendue au camp de la transportation pour nous le présenter. Regardez. L'art est souvent une réponse à des contraintes, donc le papier a cet avantage de pouvoir être facilement travaillé. J'ai travaillé bien aussi du bois, comme on le voit là-bas, donc du bois d'angélique, du bois de pirogue, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais le papier a cet avantage qu'on peut vite couvrir des espaces. J'aime beaucoup ça aussi, d'une certaine manière, contrairement à cette idée du sculpteur qui travaille le bois, la pierre ou le métal, qui sont des choses lourdes et très dures à travailler. Le papier est facilement malléable et représente tout de suite des grandes surfaces. Enfin, la partie française de ma famille vient de Charente-Maritime, c'est des marins, des pêcheurs, des ostréiculteurs. Et là-bas, il y a un bateau qui s'appelle le Ponton, donc qui est très plat et creux en aluminium, et où la cabine finalement ressemble beaucoup à... C'est une petite boîte comme ça. Et je l'ai incliné pour avoir un peu cette notion d'un navire, d'un bateau qui coule. Donc cette idée de bateau qui coule et de temps qui change et de monde qui disparaît, de monde qui apparaît, m'a fait insérer ce travail dans l'actualité forcément. De ce drame humain que représente ce nombre incroyable de personnes qui traversent la Méditerranée, mais aussi d'autres endroits en bateau. Ce travail a 2 titres, donc le premier c'était The Night They Drove Old Dixie Down, mais aussi le deuxième, Même la mort ne veut pas de nous, qui est un mot qu'a dit un jeune Érythréen qui avait essayé de passer 3 fois le détroit de Gibraltar, qui a échoué 3 fois, tous ses compagnons sont morts, et finalement la dernière fois quand il a vu la Guardia Civil arriver pour l'intercepter, il a essayé de simuler par le feu, ça n'a pas marché, et donc il a eu ces mots. Même si certaines thématiques peuvent être, comme je disais, peut-être un peu triste ou macabre ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'intention de mon travail de vouloir montrer que le négatif. Pour moi, le négatif fait partie intégralement du réel, mais quelque part, il faut quand même ne jamais oublier qu'on est en vie et que ça continue en fait.
Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à retenir ce soir avec la mobilisation des 500 frères, trop de violence et de la population guyanaise dans plusieurs communes, marche et rassemblement à Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Georges, rencontre entre représentants du mouvement et les autorités. Cet après-midi, plus de 400 personnes étaient réunies devant la préfecture. La majorité et l'opposition soudées contre l'État, mais pas dans la démarche. En séance plénière ce matin, les élus ont rappelé l'impossibilité d'assumer la rétrocession de l'octroi de mer. Un désaccord toutefois quant à la décision de mener l'affaire devant le Conseil d'État. Et puis un label pour souligner les efforts du Zoo de Guyane et du Petit Train de Cayenne pour se rendre accessible à tous. Le label Tourisme et Handicap a été décerné par la DIECT à ces deux structures en ce début d'année. Merci de nous avoir suivis. Ne partez pas tout de suite. Le 20h de TF1 juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.